Aujourd'hui, c'est le 30 décembre. 30 décembre 1909. Tout est petit en 1909. De petites inondations qui emportent des souvenirs, de petits vents qui n'ont troublé que les petites gens, de petites guerres de couples, de clôtures, de familles, des petites naissances, des milliers de petites naissances, des Noirs en Afrique et en Amérique, où les enfants naissent sans la chaîne au pied, sans savoir que la couleur de la peau est une autre chaîne, des morts naturelles et des morts violentes. Une vieille dame s'est endormie dans son sommeil au milieu de ses enfants. Des faits divers, tant de faits divers. Un cri déchire le silence. Le cri d'une femme. Le cri venait d'Europe, de France, de Paris? Non, le cri ne venait pas de Paris. Il venait du sud. Le village n'est pas plus grand que la pointe d'une aiguille sur la carte. Il vit au rythme des 4 saisons. Les maisons dorment sous la pluie. La campagne est désolée parce que c'est décembre. Les champs désertés parce que c'est la nuit. La maison est modeste, triste sous la pluie. Une lampe dans la cuisine dit qu'on ne dort pas. Un homme met une bûche dans le poêle. Monsieur? Monsieur? La sage-femme lave des draps tachés de sang. Madame! La respiration frileuse du bébé dit qu'il dort. La mère dort aussi. Le bébé n'a pas les yeux à la place des yeux. Il n'a qu'un petit bout d'oreille. La bouche est tordue. Devant, derrière, sur le côté. Il est malingre et difforme. Un petit avorton. Les semaines écrivent les pages d'histoire et le petit homme, difforme, grandit. Sa mère, son père, sa grande sœur l'appellent Petit Pierre, par affection et parce qu'il ne grandit pas comme les autres enfants. Thérèse, Thérèse, Thérèse. Les petites voisines l'appellent pour la marelle, la corde à danser. Thérèse ne joue plus à la poupée. Elle apprend à caresser avec son petit frère. Elle berce le bébé qui fait ses dents. Petit Pierre a 2 ans. Et Thérèse tend les bras pour les premiers pas maladroits et passe des journées à répéter les mots papa, maman, soleil. Elle dit peu parce que le petit comprend peu et nomme les choses lentement. Parfois, il oublie d'écouter, absorbé par les bouts de bois qu'il essaie de faire tenir ensemble avec un brin d'herbe. Grâce à Thérèse, il sait que la pierre s'appelle la pierre. Le ruisseau. Le ruisseau. Petit Pierre a 4 ans, mais il ne parle pas. Il joue autour de la maison avec les nuages, avec l'eau des flaques. Il a 5 ans, en 1914, quand la guerre éclate dans les salons officiels et dans les tranchées. Petit Pierre ne sait rien de la guerre. Il dort du sommeil des enfants.
protégée par la tendresse de sa grande sœur. Thérèse! Thérèse! Les voisines l'appellent pour le chemin de l'école qu'elles ont l'habitude de faire ensemble. Ce septembre-là, Thérèse fait manger Petit Pierre sans se presser. Il mange des purées de bébé. À 6 ans, C'est à cause de ses dents qui ont poussé de tous côtés, folles de travers comme son visage et en double. Elles lui font toujours mal, mais ne mâche pas, ne croque pas. Petit Pierre est inscrit à l'école et Thérèse le prend par la main, doucement. Leurs premiers pas sont légers sur la route de terre parce qu'ils sont seuls. À la croisée des chemins, Thérèse se met à parler comme une pie. Elle enfile les mots sans les laisser respirer et serre trop fort la petite main qu'elle veut protéger. Elle raconte le temps qu'il fait, le temps qu'il fera, le champ du voisin que l'on a fauché et qui sent l'herbe fraîche, l'allée de peupliers, la couleur du ciel, le pupitre, les cahiers, les crayons, les amis. Petit Pierre écoute le ronron qui le berce, sans s'apercevoir que Thérèse remplit le silence pour écarter les regards aiguisés comme des flèches du voisin qui baisse les yeux quand Petit Pierre passe. Des enfants du voisin qui ouvrent les yeux, surpris, inquiets, horrifiés. À la porte de la classe, j'entends le cœur de Thérèse battre, très fort. Elle connaît l'école et les enfants. Elle connaît Petit Pierre et, pour la première fois, elle le voit comme il est, différent, laid, difforme. Elle attend et j'entends sa peur. Les enfants se taisent autour d'eux. Ils regardent Petit Pierre entrer dans la classe maladroit. Ils le regardent s'installer à son pupitre, sans grâce. Ils attendent de voir ce qu'il sait faire. c'est une règle que les petits connaissent d'instinct, que les grands appliquent avec une intraitable rigueur. Celui qui porte des lunettes épaisses comme des fonds de bouteille, celui qui boite, celui qui a une bosse dans le dos, celui qui louche, celui qui est trop petit, celui qui est trop grand, doit apprendre vite, comprendre tout de suite. Petit Pierre veut lire, mais le tableau l'intéresse plus que les lettres. Il aime compter et compte sans s'arrêter. Les pattes des chaises, les mouches qui volent dans la classe, les vaches sur le chemin du retour, mais il oublie les chiffres écrits sur la feuille. Il adore écrire, mais sa main trace des lignes que la maîtresse ne reconnaît pas. Les enfants rient. Leurs regards se croisent au-dessus de sa tête, dans son dos, en plein visage. Sans retenue et sans gêne, les sourires se multiplient, moqueurs, méprisants, méchants. Les mots tenus en laisse les premiers jours éclatent dans la cour, dans les corridors, sous le nez de la maîtresse. Tête de vipère. Le mot résonne dans la tête de Thérèse. Tête de vipère. Le mot claque dans le petit bout d'oreille de Petit Pierre. Le mot s'installe dans la classe, dans l'école, dans le village. Tête de vipère. Thérèse n'aime pas l'histoire de la vipère, mais Petit Pierre y croit parce qu'elle explique et qu'il veut comprendre. Il raconte à qui fait l'effort d'écouter que ce n'est pas un accident, qu'il est né comme ça. Il raconte que sa mère coupait de l'herbe à la faucille quand elle a vu une vipère. Il raconte qu'elle a eu peur et qu'elle est remontée 1 mois trop tôt. Pas fini. Thérèse ne croit pas à l'explication, ne veut pas qu'on insulte son petit frère et refuse de l'amener à l'école. Petit Pierre a 7 ans. Il ne sait ni lire, ni écrire, il ne sait rien faire. Mais
Comme il doit gagner le pain qu'il mange, on lui donne le métier des innocents, gardien de vaches. Regarde ces vaches. Hiver, printemps, été, quand la paix revient à l'automne 1918, Petit Pierre a 9 ans à peine. Mais déjà, il a une grande expérience des vaches. Et une préférée qu'il appelle Fleurette. Il grandit dans les champs où Thérèse le rejoint après l'école et lui apprend ce qu'elle sait. À 10 ans, il connaît les mots nécessaires pour boire, manger, dormir. À 15 ans, il peut lire un peu, écrire aussi. Il a 17 ans quand son petit frère naît. Léon, un bébé vigoureux et joyeux, qui a les yeux à la place des yeux, 2 oreilles et l'intelligence vive. À 18 ans, Petit Pierre vit toujours dans les champs. En marge du village. En marge du siècle et du progrès. Il ne sait rien des usines qui inventent, construisent, perfectionnent. Il aime les champs d'où il voit sans être vu. Il observe le voisin qui se promène sur le chemin de terre dans une voiture sans chevaux. Il rêve de la voiture sans chevaux. Il s'étonne des voix qui sortent de la grosse boîte de bois du maire du village. Il colle son oreille à la radio. Sans comprendre, on se cache celui qui parle. Et regarde les photos. Et cherche l'homme derrière le papier. Printemps, été, automne. Petit Pierre a presque 20 ans. Il fait frais dans le pré où il garde les vaches. Il a 3 vestes et comme toujours les mains occupées. Le vert de l'herbe est encore vert. Le bleu du ciel est bleu. Comme si rien ne s'était passé. Pourtant, qui fait frémir, la crise. À New York, Paris, Londres, Berlin, Tokyo. On ne parle que de la crise. Crise, le mot fait rugir les banquiers en complet cravate et souliers vernis. Ils comptent des dollars, des euros, des pesos, des yens qui ne valent plus rien. Ils s'affolent, se tordent les mains. Ils se précipitent chez les ministres qui sont aussi en complet cravate, souliers vernis et fleurs à la boutonnière. Dans les bureaux où il fait chaud, où on sert le café sur des plateaux d'argent, où on fume des cigares, les téléphones sonnent. Les mots et les chiffres explosent comme des bombes. Les ministres, les sous-ministres, les sous-sous-ministres entrent sans demander la permission, sortent sans s'incliner, claquent les portes. Mais les crises ne restent pas longtemps dans les bureaux au tapis feutré. Et la crise de 1929 descend dans les rues, entre dans les maisons, vide les garde-manger et les réserves de charbon. Des hommes perdent leur travail, perdent leur maison et leur orgueil. Des femmes tissent des bas autour des trous, allongent la soupe avec de l'eau. Des enfants marchent le ventre vide quand ils vont encore à l'école. D'autres quittent l'école pour descendre dans les mines, entrer à l'usine. La crise rejoint Petit Pierre dans son champ. Il perd ses vaches, perd son champ et s'engage dans une ferme du coin, la Coinche. Il déteste la ferme grande et bruyante. Il déteste les garçons de ferme qui lui rappellent l'école. Il déteste les moutons qu'on lui fait garder.
Malgré les kilomètres qui les séparent maintenant, la mère de Petit Pierre entend la colère de son fils. Elle le connaît bien, son petit. Généreux, têtu, finaud, habile et sensible. Elle sait qu'il y a un troupeau de vaches à la coinche et décide de s'adresser à Dieu directement. Je ne vous ai jamais rien demandé. J'ai accepté mon petit comme je l'ai reçu. Mais pourquoi lui faire garder les moutons? Je sais que vous êtes occupé, que vous n'avez pas assez de bras, que la crise est dure et qu'elle dure. Mais pourquoi ne pas lui faire garder les vaches? Ça ne doit pas être difficile pour un Dieu qu'on dit tout-puissant. Petit Pierre dispute, grogne, grommelle. Le maître observe cet employé qui ne compte pas son temps. Comme les autres, debout avant le lever du soleil, toujours prêt pour le travail. Le maître voit l'entêtement de Petit Pierre à détester les moutons. Il voit son regard tendre quand le troupeau de vaches passe à côté de lui. Et Petit Pierre retrouve ses vaches le jour. Le soir, il les quitte la mort dans l'âme pour le souper. Remplis son assiette, Mariette. Il est maigre, comme un clou. L'assiette reste pleine. Ta mère ne t'a donc pas nourri? Mange de la viande si tu veux devenir fort et grand comme nous. L'assiette de Petit Pierre reste pleine. Mange, mange donc, tête de vipère. Petit Pierre garde la tête dans son assiette, enfonce son béret sur son œil qui ne s'ouvre pas, s'enfonce dans le silence qui lui sert de cachette. Mange, mange donc, mange, tête de vipère. Le maître a beau disputer, imposer le silence, demander le respect, parler de charité chrétienne. Sans le demander, têtu et solitaire, Petit Pierre prend son oreiller et sa couverture pour aller dormir, dans l'étable à côté de Fleurette qui rumine sans bruit. L'étable ronronne, le foin est chaud, il voit un clou pour accrocher sa chemise et son pantalon, une tablette pour ranger ses outils, il voit où accrocher le morceau de miroir pour la barbe et il s'installe. Le maître ferme les yeux. Petit Pierre est enfin chez lui. Presque chez lui. Les garçons de la ferme connaissent le chemin de l'étable et le maître se couche tôt. Ce soir, Petit Pierre les attend, le sourire aux lèvres. Il les attend comme tous les soirs. Les garçons de ferme avancent sur la pointe des pieds, cherchent à tâtons, rient en silence. Malgré la noirceur, malgré son œil qui ne s'ouvre pas, Petit Pierre lance et atteint sa cible à chaque coup. Il pleut des betteraves, une tempête de betteraves qui tombe du ciel. Les garçons de ferme penchent la tête pour se protéger, la lèvent pour comprendre, se sauvent. Pour échapper à la grêle qui tombe du plafond de la grange où Petit Pierre a installé son lit. Les garçons de ferme reviennent à l'assaut, ils cherchent l'échelle pour aller chercher Petit Pierre. L'échelle est sagement à côté de lui, dans son lit. Cette fois, il a pensé à tout. Les garçons de ferme sortent à la queue leu-leu, la queue entre les jambes, sans dire un mot. Tard dans la nuit, Petit Pierre fait monter et descendre l'échelle rétractable, émerveillé d'avoir trouvé la paix et d'avoir créé, avec un petit bout de corde, le mouvement qu'il adore.
Le lendemain, avant l'aube, Petit Pierre est prêt. Comme d'habitude, il a nettoyé les tables, traité les vaches, mangé son pain debout, préparé ses outils. Le matin est semblable à tous les matins qu'il a passés à la Coinche. Pourtant, l'air vibre légèrement, les garçons de ferme sont discrets, étrangement silencieux, presque respectueux. Petit Pierre passe la tête haute avec son troupeau de vaches et ses outils. Tous les jours de la semaine, il garde la tête haute. Le dimanche, il pédale 9 kilomètres pour aller embrasser sa mère. Il a toujours un cadeau dans son sac. Un manche de râteau pour son père, un peigne pour sa mère, 2 roues pour la voiturette de Léon qu'il construit d'un dimanche à l'autre, de janvier à décembre. Les années sont tranquilles pour Petit Pierre. Pourtant, ces années-là sont terribles. 1934, 1935, 1936, les journaux l'écrivent dans toutes les langues. La crise fait chaque jour le plein de victimes. Petit Pierre sait peu de la crise, mais il apprend tout des vaches, des champs, des travaux des champs. Il apprend à semer, à sarcler, à faucher, à récolter. Toujours, c'est lui qui fait les sillons les plus droits. Toujours, il se rend le premier au bout du champ. Toujours, c'est lui qui attache les gerbes de foin le plus solidement. 1936, 1937, 1938, les nouvelles du matin sont mauvaises, celles du soir sont pires encore. Petit Pierre découpe des poules. Occupé et tranquille, il taille des lapins et des pins de couleur vive. Il fait des fleurs, il fait des vaches. Pendant que les Juifs font leurs valises et fuient quand ils en ont les moyens et que les autres attendent le pire, en cousant sur leurs manches une étoile jaune qui exclut aussi sûrement qu'une face de vipère. Le 1er septembre 1939, Petit Pierre cloue avec du fil de fer le bouton qui manque à sa veste. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. La Seconde Guerre mondiale commence. Pour la première fois, Petit Pierre est seul avec ses vaches, vraiment seul. J'ai peur du nazisme qui classe les hommes par taille, par famille, par couleur, les forts avec les forts, les faibles avec les faibles, qui met les têtes blondes aux yeux bleus du côté de l'avenir et les autres du côté des souvenirs. J'ai peur du nazisme dont les soldats sont trop disciplinés, trop obéissants. Mitraillettes au poing, elles sont partout. Ils marchent au pas dans les rues, les usines, les épiceries, les librairies, dans les maisons, dans les écoles. Ils arrêtent sans se poser de questions, emprisonnent, déportent hommes, femmes et enfants par rue, par quartier, par ville, parce que le nez ne leur plaît pas, parce que les cheveux sont noirs, que le sourire est ironique ou le regard étonné. Les Juifs, les Noirs et les Gitans prennent le train. Les musiciens qui jouent pour l'âme partent aussi. Les artistes qui croient à la conscience, les hommes de science qui doutent, les homosexuels, les infirmes, tout cela doivent prendre le train du dernier départ. Je cherche Petit Pierre dans les camps de la mort. Je cherche son sac à outils dans les montagnes de valises qui ont perdu leur propriétaire. Je cherche son béret dans les montagnes de vêtements encore chauds. Dans la confusion qui règne, j'ai oublié la campagne où Petit Pierre dort paisiblement au milieu de ses vaches. Je suis troublée par la paix profonde qui m'envahit à le regarder dormir au cœur du chaos. Il échappe pour combien de temps encore au grand ménage? Il rit dans son sommeil parce qu'il a trouvé un rouleau de fil de fer complet. Petit Pierre rêve que le fil fait le tour de l'étable. Et le fil fait le tour de l'étable. Il l'attache à un pédalier de vélo qui attend depuis des années dans un coin de la grange. Petit Pierre s'obstine, son œil imagine, et ses mains construisent le système de distribution
de betterave pour vache. Il pédale, le fil de fer tremblote. Petit Pierre pédale, l'avion vole, s'arrête au-dessus d'une vache, il actionne une manette et la betterave tombe. Il observe sa fleurette qui avale l'herbe et rumine pendant des heures. Il regarde les dents qui broient et mâchent, imagine l'estomac qui digère et transforme l'herbe en lait. L'herbe, le lait. Il choisit une planche pour faire le pré, il découpe une vache qui broute, lui taille le ventre comme une porte, installe des roues qui tournent, des tuyaux qui se vident, des poulies qui entraînent le tout comme un merveilleux appareil digestif. La tête se penche, la mâchoire broie et l'herbe se transforme en lait. Les enfants de la ferme, attirés par la musique étrange qui s'échappe de la grange, arrivent les premiers. Les femmes suivent, curieuses. Les hommes, difficiles à convaincre, tardent un peu. Ils viennent pourtant tous les soirs regarder Petit Pierre nourrir ses vaches. Et le vacarme du bombardement ne réussit pas à couvrir les hauts et les hauts de joie chaque fois que le ventre de l'avion s'ouvre, chaque fois qu'une betterave tombe, chaque fois qu'une vache l'attrape dans un vacarme de bombardement qui étrangement fait oublier la guerre. Avec le doigt. Il rit de voir le tracteur se mettre en marche comme par magie avec une clé. Il regarde de loin et continue à pédaler pour mettre en marche le manège. Il pédale tous les dimanches pour un public qui ne peut plus se passer du manège. Il pédale quand il apprend qu'il ne gardera plus les vaches, quand il apprend la mort de son père, quand Léon lui glisse à l'oreille qu'il va l'emmener en vacances à Paris. Petit Pierre adorait Paris, malgré le restaurant et le garçon de table au regard gêné. Celui qui a dit à Léon
qu'il n'avait pas de place dans un restaurant presque vide. Léon a insisté, dit qu'il avait faim, montré 3 clients isolés, un chien qui dormait et toute la place, au fond, à la fenêtre, sur les côtés. Les garçons de bonne table ont des ordres. Léon a précisé qu'il avait choisi un bon restaurant, exprès. Bon restaurant, bonne clientèle, a fait le garçon en jetant un dernier regard sur Petit Pierre, qui s'est rappelé qu'il était si laid. Léon a claqué la porte, serré très fort le bras de Petit Pierre et l'a amené à la Tour Eiffel. Le console de tout, et son œil rêve d'une tour pour ces vaches qui n'iront jamais à Paris. Ses mains, aussitôt, cherchent la matière et trouvent un acacia centenaire qu'il taille, scie, cloue, avec l'obstination des fous, sans jamais douter que sa tour atteindra le ciel. La tour semble toujours sur le point de basculer. Elle monte pourtant jour après jour de quelques centimètres. Mois après mois de quelques mètres, frêle et forte, au-dessus de la ligne d'horizon et du manège. Un jour, où Petit Pierre installe une vache au sommet de la tour pour la direction des vents, on construit un mur entre l'Est et l'Ouest. Et de chaque côté, on espionne pour que les secrets d'État restent secrets. On menace. On calcule, on dessine des plans, des armes, des fusées. Et la lune se repose sur la tour de Petit Pierre, bâtie à l'instinct, sans plan et sans calcul. Le dimanche, Petit Pierre met une chemise propre, sa veste bleue, son béret. Il vérifie chacune des pièces du manège, chacun des engrenages, des fils de fer, chacune des poulies, des cames, des tringles, des cordes. Il monte jusqu'en haut de la tour et rit d'avance. Bien avant 2 heures, le manège est prêt. Les visiteurs viennent des villages environnants, de Paris, de la France, de l'étranger. Ils viennent parce qu'ils ont entendu parler du manège et reviennent toujours plus nombreux. Ils passent entre les muguets, les géraniums et les dahlias qui poussent et meurent avec les saisons. Ils passent entre les fleurs de métal jaunes, bleues, rouges, vertes que Petit Pierre a plantées parce qu'elles ne fanent pas. Léon reste derrière le portillon. Il regarde son grand frère. Le vieil homme moqueur et joyeux se frotte les mains de plaisir comme tous les dimanches. Et comme tous les dimanches, Léon se demande comment Petit Pierre réussit à faire bouger toutes les pièces du manège avec un seul moteur. Petit Pierre, à côté de son précieux commutateur, attend caché dans un renfoncement qui lui permet de voir sans être vu. Les premiers et les derniers de la classe, les hommes d'affaires et les hommes de peine, les blancs, les noirs, tout le monde attend. Petit Pierre fait durer le silence. Il aime le moment de l'attente et vit chaque seconde comme une éternité de bonheur. Il appuie sur le commutateur et le miracle se produit.
Les visiteurs reconnaissent la vie du siècle dans le métal dur et la tôle ondulée aux couleurs vives. Léon reconnaît la vie de Petit Pierre et celle du village où il est né. Le manège tourne, libre, insouciant. Il tourne quand Petit Pierre se met à vieillir. Il tourne quand les hommes marchent sur la lune. Il tourne quand Petit Pierre meurt en serrant son sac d'outils dans ses bras, heureux de voir qu'on fauche les blés parce qu'on est en août. Août 1992. Il tourne quand le XXe siècle entre dans l'histoire sous les feux d'artifice qui balaient le ciel d'heure en heure. Il tourne